Et il se dégage ainsi l'impression que Pierre Plantard a usé avec ses différents auteurs de ce qu'on appelle en politique des éléments de langage. Les éléments de langage, ce sont ces messages ou formules qui sont préétablis en petits comités politiques et que chaque membre d'un parti doit ressortir. On voit ça assez régulièrement ces derniers temps. Quand un parti politique est en crise, il y a des mots qui reviennent constamment. Et donc, Pierre Plantard, semble-t-il, a utilisé du même procédé, puisqu'on retrouve chez les différents auteurs qu'il a inspirés un certain nombre d'éléments de langage. Je vais en donner ici un exemple. Dans l'introduction à l'édition Belfond de la vraie langue celtique de l'abbé Boudet, en 1979, Jean-Pierre Deloup, à propos de cette histoire de Rennes-le-Château qui est en train de se construire avec le prieuré de Sillon, tous ses grands maîtres, Léonard de Vinci, des notions d'alchimie, etc., nous parle d'un extravagant kaléidoscope. Et quand on regarde L'Or de Rennes de Gérard de Sède, eh bien c'est sur cette image du kaléidoscope qu'il se terminait 14 ans plus tôt. De Sède, au moment de quitter le village de Rennes-le-Château, nous dit « La visite au Palais des Mirages est terminée, nous souhaitons à présent retrouver la réalité familière. » Ce Palais des Mirages, qu'est-ce que c'est? C'est une attraction qui avait été créée en 1900 pour l'exposition universelle, et c'est une attraction qui existe encore de nos jours puisqu'elle a été restaurée par le musée Grévin, une attraction basée sur le principe du kaléidoscope. Alors, c'est intéressant parce que, à travers cet élément de langage du kaléidoscope, on a la revendication d'un principe d'écriture. Cette image du kaléidoscope, on la retrouve dans un certain nombre d'œuvres littéraires, par exemple chez Proust, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, avec cette citation. Pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Le kaléidoscope, en effet, le principe physique du kaléidoscope, c'est à travers un nombre fini d'éléments, établir un nombre infini de combinaisons. Et c'est exactement ce que Pierre Plantard a fait ici. C'est-à-dire, il a pris différents éléments disparates de l'histoire de France, de l'histoire de la littérature, il les a assemblés sous une forme inédite pour créer une histoire inédite. Et cette histoire inédite, il ne faut pas la prendre au premier degré, elle est juste là pour camper un décor. C'est ce que sous-entend un autre passage de l'introduction à la vraie langue celtique rédigée par Plantard. Mais le lecteur éclairé comprend maintenant qu'une certaine imagerie ne doit être retenue que comme élément de la construction de son œuvre. Autrement dit, ce n'est pas l'image qu'il faut retenir, mais c'est ce qui a été inséré, glissé dans l'image qui doit attirer l'attention. Alors, ces clés de lecture, il y en a plusieurs, et je vais ici en citer quelques-unes pour montrer que c'est une réalité, que ce n'est pas une interprétation erronée de l'œuvre plantardienne. Je vais commencer avec cette notion de l'importance des analogies oniriques. En effet, Gérard de Sède, qui est très inspiré par Freud, écrit dans L'Or de Rennes, l'analyse d'un rêve fait souvent apparaître le nom d'un lieu dissimulé derrière celui d'un personnage. Et j'ai montré tout à l'heure qu'il donnait un exemple très concret de cela. Alors c'est une invitation à comprendre le mythe de Rennes comme un rêve qu'il faut déchiffrer. Il y a donc des personnages fictifs dans cette histoire qui peuvent représenter tout autre chose qu'eux-mêmes. Parmi ces personnages fictifs, il y a Madeleine Blanc-Cassalle, qui est le nom de plume choisi par Pierre Plantard pour signer le tout premier opuscule qu'il a déposé à la Bibliothèque nationale de France en 1965, Les descendants mérovingiens ou l'énigme du Razès wisigoth. C'est le premier texte écrit dans lequel est complètement reformulée l'histoire de l'abbé Saunière. Alors, Madeleine Blanc-Cassalle, c'est un nom qui a été inventé, qui n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va du côté de ces interprétations oniriques et symboliques, on voit que cette personne est une métaphore qui nous renvoie en réalité à un lieu. Madeleine Blanc-Cassalle évoque la source de la Madeleine qui se trouve non loin de la jonction de deux cours d'eau voisins, la Blanque et la Salse, à Rennes-les-Bains. Cette clé de lecture, si on l'applique à tous les noms fabriqués par Pierre Plantard, elle fonctionne. Je prends un autre exemple tiré du même opuscule. En effet, dans cet opuscule dactylographié, il nous est dit que ce texte a été traduit de l'allemand par Walter Sels-Nazer. Walter évoque de façon sonore water, l'eau, la source. Sels et Nazer, ce sont les deux saints auxquels est dédiée la petite église de Rennes-les-Bains.
Donc on voit qu'à travers ce texte, Pierre Plantard, de façon métaphorique, nous renvoie, une fois de plus, à Rennes-les-Bains, à une époque où, faut-il le rappeler, on ne parle que de Rennes-le-Château et certainement pas de Rennes-les-Bains et de l'abbé Boudet. Il y a un autre type d'analogies qui sont plus complexes. C'est ce qu'on pourrait appeler les analogies chromatiques, des analogies de couleurs, des couleurs qui vont nous renvoyer à autre chose. On se rend compte en effet que, toujours sur cette notion du paysage symbolique, eh bien, Pierre Plantard, quand il décrit les paysages de la région, ne retient que certaines couleurs. Par exemple, dans Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, on peut lire ce passage. Il suffit d'avoir vu le soleil se lever sur les corbières rouges et vertes, et la lune perdre ses reflets glauques parmi les rochers blancs et noirs du roc nègre, pour savoir que de tels lieux sont habités, que leur réalité est indicible, qu'ils sont le reflet magique et hanté d'un monde que seul un poète peut formuler ou appréhender. On voit donc que sont mises en exergue 4 couleurs, le rouge, le vert, le blanc et le noir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est systématique dans les descriptions paysagères de Pierre Plantard. Dans Le Serpent rouge, qui est un des écrits apocryphes majeurs de Pierre Plantard, eh bien, le même paysage de Rennes-les-Bains est évoqué à travers 3 couleurs, le blanc, le noir et le rouge. Il est question du roc blanc, du roc noir, du serpent rouge, d'un mont blanc et enfin d'une rivière rouge de colère. Donc, quand il est question de couleur dans le serpent rouge, il n'est question que de ces 3 couleurs. Alors, évidemment, dans ce texte, ça a un sens puisqu'il y a toute une dimension alchimique à serpent rouge. On trouve des formules empruntées à l'imagerie alchimique. Le vide-plomb de mon écrit contient peut-être l'or le plus pur, écrit le narrateur, et on comprend à ce moment-là que cette insistance sur les 3 couleurs noir, blanc et rouge s'inscrit dans cette dimension alchimique, puisque ce sont effectivement les 3 couleurs des 3 phases du grand œuvre alchimique. Alors la question évidemment se pose, pourquoi avoir rajouté le vert dans Rennes-le-Château, capitale secrète? Pour le comprendre, il faut suivre cette piste chromatique. On la retrouve dans le roman jamais publié mais conservé à l'état de texte dactylographié Circuit de Philippe de Chérizet. Au chapitre 2, lors de la première rencontre de 2 personnages centraux de cette histoire, Charlotte et Anne, eh bien, on va retrouver les 3 couleurs rouge, blanc et vert. Elle portait les 3 couleurs de Béatrix quand Dante la découvrit, jupe rouge, corsage blanc et gabardine verte. Autrement dit, l'alliance du rouge, du blanc et du vert, dans l'esprit de Pierre Plantard, renvoie à l'œuvre de Dante. Alors, c'est pas une extrapolation, puisque ça, on peut l'étayer de façon certaine. Plantard, dès ses premiers écrits, c'est-à-dire 2 mystifications autour d'une affaire trésoraire, à savoir Gisors et son secret, évoque la figure de Dante qu'il habite et qu'il évoquera de façon discrète dans d'autres articles, comme celui qu'il publie dans Nostra, dans le numéro spécial sur Nostradamus. Alors on voit ainsi apparaître une idée, c'est que les textes plantardiens n'ont pas un seul sens, mais plusieurs sens qui se superposent les uns aux autres. Je vais donner ici un exemple pour montrer comment ça peut fonctionner et comment on a pu passer à côté de cette multitude de sens. Je vais prendre l'exemple du serpent rouge, donc ce texte que j'ai déjà évoqué, qui est écrit sous 3 noms d'emprunt par Pierre Plantard et qui évoque le pèlerinage d'une mystérieuse personne venue dans la région de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château chercher quelque chose. Ce texte, on peut le lire comme ça, et si on le lit comme ça, effectivement, on pense que c'est une sorte de carte au trésor codée qui nous conduit, on le verra, à la tombe d'une certaine belle endormie. Maintenant, on peut le lire en ayant en tête tous les auteurs que Pierre Plantard a lus ou côtoyés avant d'écrire ce texte. Et parmi ces auteurs, il en est un très important, c'est Oswald Wirth, que Plantard, là encore, cite très rapidement, puisqu'il est évoqué dès Gisors et son secret, la mystification plantardienne opérée en 1961 dans l'heure. Wirth, entre autres ouvrages, a écrit une série de guides pour les francs-maçons, qui étaient donc des guides destinés à un usage interne, qui correspond à chaque grade donc franchi le franc-maçon dans son initiation. Et il y a notamment le livre du maître qui est destiné donc aux maîtres maçons.
Et ce livre contient les rituels, donc les questions qu'on pose au futur maître et les réponses qu'il doit donner. Et quand on compare ces rituels à Serpent Rouge, eh bien on se rend compte que Serpent Rouge a été structuré sur le schéma d'une initiation maçonnique au 3e degré. Prenons un exemple. Dans Serpent Rouge, le narrateur nous dit chercher la ligne du méridien en allant de l'Orient à l'Occident, puis regardant du Midi au Nord. Si on s'en tient au périple géographique du personnage, on peut se dire que c'est des indications à suivre, à reporter sur une carte, sachant que le méridien passe à proximité de Rennes-les-Bains. Maintenant, on peut aussi lire Wirth. Et là, on trouve que cette phrase, en fait, est extraite du rituel d'initiation au grade de maître en maçonnerie. Une des questions posées est comment voyagent les maîtres, et la réponse est de l'Orient à l'Occident et du Midi au Nord. On voit donc que derrière Serpent Rouge est évoqué l'univers maçonnique. Et cela se confirme car ce n'est évidemment pas la seule formule maçonnique qui ponctue discrètement ce texte. Le narrateur de Serpent Rouge nous explique « Je voulais parvenir à la demeure de la belle endormie ». Or cette image de la belle endormie, elle appartient également à Wirth. L'initié doit s'ouvrir aux vérités dont le germe est en nous, chacun porte en soi une belle au bois dormant que réveille la véritable initiation, mais pour réveiller la dormeuse, il faut l'aimer. On voit donc que peuvent se superposer ainsi, selon le regard qu'on pose sur le texte, différentes façons de le lire et de le comprendre. Alors, une image est intéressante dans cet écrit, Serpent Rouge, c'est celle de la belle endormie, puisque c'est en effet le but de la venue du pèlerin à Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Je voulais parvenir à la demeure de la belle endormie. D'une phrase à l'autre, cette belle endormie prend, dans Serpent Rouge, différents visages. Elle est soit la belle endormie, soit la reine d'un royaume disparu. Le narrateur l'appelle également Madeleine et Isis. Alors, évidemment, Madeleine, ça nous renvoie à la figure de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui aurait terminé ses jours dans le sud de la France et dont on sait, à la fois par des témoignages et par des lettres qui nous ont été conservées, que Philippe de Chérisey, le plus proche ami de Plantard dans la constitution du mythe de Rennes-le-Château, eh bien, Philippe de Chérisey cherchait la tombe de Marie-Madeleine dans la région. Donc, il semble, de ce point de vue-là, que Serpent Rouge évoque la recherche du tombeau de Marie-Madeleine à Rennes-les-Bains. Plusieurs lettres échangées entre Philippe de Chérisey et sa compagne évoquent ces recherches conduites avec Plantard autour de la quête de cette tombe. Maintenant, cette belle endormie est également appelée la reine d'un royaume disparu. Alors là, c'est problématique, puisque en effet, Marie-Madeleine n'a jamais été la reine d'un royaume disparu. Donc pourquoi lui donner une telle qualification ? Eh bien, tout simplement parce que Paul Lecourt, qui est une des figures maîtresses de Pierre Plantard, un inspirateur qu'il cite dès ses premiers écrits alors qu'il a une vingtaine d'années, eh bien, Paul Lecourt, pour lui, la belle endormie, c'est la tradition atlante, c'est-à-dire la religion initiale de l'humanité qui aurait été perdue et que certains voudraient réveiller, donc certains rassemblés alors autour de Paul Lecourt. Et c'est parce qu'il y a cette idée de réveiller, de retrouver la religion atlante primordiale que Paul Lecourt emploie cette métaphore de la belle endormie. Et on comprend pourquoi dans Serpent Rouge il est question de la reine d'un royaume disparu, puisque là, ça correspond tout à fait au mythe de l'Atlantide et de l'enfouissement de ce continent sous les eaux.